Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de web séminaire avec comme thématique comment séduire les Instagrammeurs avec comme intervenant Florian de Logitourisme. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat si vous nous entendez, enfin, si vous avez des problèmes de connexion ou autre. Voilà, je vous prie de m'excuser, ma webcam ne fonctionne pas aujourd'hui. Voilà, vous ne me verrez pas, mais normalement vous devez m'entendre. Voilà, super, Maxime, merci pour ton retour. Super. Allez, donc on commence. Comme d'habitude, on vous présente les protagonistes. Donc moi-même, animatrice numérique pour le département de l'Ain, donc pour un tourisme, et coordinatrice du collectif Instinct Numérique. Donc vous avez mes coordonnées. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui par mon homologue de l'Isère, donc Angèle Marie, que vous voyez elle avec sa webcam. Bonjour. Pour le coup. Et donc avec toutes ses coordonnées également. Donc, pour un fonctionnement du web séminaire réussi, je pense que vous commencez à connaître un petit peu les conseils que l'on vous donne à chaque fois. Et on peut avoir des personnes qui sont nouvelles, enfin, pour qui c'est la première fois, c'est leur premier web séminaire. Donc, on va quand même prendre le temps de vous présenter nos conseils. Donc, se connecter en filaire plutôt qu'en Wi-Fi, utiliser un ordinateur, naviguer de préférence avec Chrome ou Firefox. Et puis, bien sûr, pour avoir au maximum votre attention, donc on vous invite à fermer toutes vos applications qui pourraient peut-être vous perturber. S'équiper d'un casque ou de vérifier le bon fonctionnement de vos haut-parleurs et puis s'installer dans un lieu calme. En tant que participant, vous aurez accès au son, à la vidéo et au chat et à la rubrique questions pour répondre notamment au sondage qu'on vous a préparé. Donc on ne vous entendra pas et on ne vous verra pas. La partie justement sur Livestorm se décompose en 4 modules. Donc la fonction chat qui vous permet d'échanger entre vous et la partie questions qui vous permet donc de poser toutes vos interrogations à l'intervenant. Donc n'hésitez pas à utiliser cette rubrique. Si vous voyez qu'il y a une question qui est déjà posée et que vous vous apprêtiez à la poser, plutôt que de la renoter, n'hésitez pas à la liker de façon à ce qu'on voit que ça fait sens pour plusieurs personnes. Donc on répond à toutes les questions, bien entendu, mais voilà, on verra qu'il y a plus d'intérêt pour celle-ci. Et puis, dans la rubrique sondage, on vous invitera à cliquer sur la réponse de votre choix dans la rubrique dédiée. Donc, voilà, bien faire la différence entre les questions et les chats, hein, s'il vous plaît, pour poser vos questions. Je laisse la parole à Angèle pour qu'elle vous présente la démarche Tous sur le web. Merci Valérie. Alors pour la démarche Tous sur le web, donc vous commencez à bien la connaître, mais je fais toujours un petit rappel. Donc en fait en Isère, c'est une démarche d'animation numérique qui vise à vous accompagner, vous les professionnels du tourisme, à améliorer vos compétences en communication et promotion digitale avec les 5 axes que vous voyez s'afficher à l'écran. Et en fait, on développe ça depuis 2015 et ça se traduit principalement par l'animation de ces web séminaires, mais on peut aussi proposer des ateliers au cas par cas. Donc, c'est une démarche collaborative puisqu'on retrouve des animateurs numériques dans plusieurs territoires de l'Isère. Et donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de votre office de tourisme de référence si vous avez des questions sur la communication digitale. Valérie, je te laisse la parole pour le dispositif. Merci Angèle. Donc voilà, dans la on est aussi convaincu que l'union fait la force. Donc on coordonne donc, le collectif Instinct Numérique. Donc vous voyez tous les contacts que vous pouvez avoir dans vos offices de tourisme. Pour les parties grisées, donc c'est moi, votre contact à un tourisme qui peut vous aider pour toutes vos questions liées au numérique. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Le programme du premier trimestre 2021, donc on en est donc à la 3e date et on vous propose donc à venir les nouvelles tendances social médias en 2021, donc mardi, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, les inscriptions sont encore possibles, n'hésitez pas. Comment réaliser un jeu concours sur Instagram et Facebook, là ça vous donne rendez-vous le 2 mars, le matin, et on terminera le trimestre avec la nouveauté Instagram, pour vous parler des Reels, des Stories, des guides et des IGTV.
Voilà pour le programme de ce premier trimestre. Je profite toujours de ces web-séminaires pour vous présenter la solution que nous avons pour vous, les professionnels du tourisme de l'Ain, pour vous créer un site internet avec un bon rapport qualité-prix. 3 formules d'adhésion possibles, une personnalisée avec un forfait de 12 heures qui vous est dédié sous forme de séance de 2 heures. Une formule groupée sous forme d'atelier avec des homologues qui font leur site en même temps que vous, ou une formule liberté où on vous donne accès à l'outil et vous êtes seul pour le faire en toute liberté, donc en toute autonomie. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, je suis donc votre contact pour ce sujet. Comme après chaque web séminaire, nous vous enverrons le lien vers le replay. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans la rubrique dédiée. Merci à vous. Je donne la parole donc à Florian. Oui. Merci à Charles. la suite. Ouais. Voilà. Super, merci à toutes les deux et bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est comment séduire les Instagrammeurs, qui va se décomposer en différentes parties. Mais avant d'y aller, je vais quand même un petit peu présenter mon agence. Donc, je viens de l'agence Logitourisme qui forme les professionnels du tourisme depuis 2008 maintenant, notamment à différents diplômes comme le chargé de projet e-tourisme et bientôt maintenant le référent accueil touristique également. À côté de ça, on a aussi des agences de création numérique pour lesquelles donc, moi je travaille autour de tout ce qui va traiter l'image, etc., les contenus, les créations de contenus. Donc une agence finalement, 2 agences créatives qui va permettre d'englober toute la palette des outils du numérique, à savoir le développement de sites internet, le référencement, la photo, la vidéo et la création publicitaire print. Donc on a une agence diversifiée finalement avec des intervenants autour de tout ce qui va concerner l'image pour ma part, mais également d'autres choses. Donc on est maintenant une 12aine d'employés, donc c'est assez sympa. Petite boîte familiale finalement. Donc pour ma part, moi je suis consultant formateur photo, vidéo, donc moi c'est Florian, et je suis également consultant stratégique web et outils digitaux, donc je travaille également dans différentes structures pour les aider en matière d'image de marque, et donc j'ai pu justement travailler avec différents influenceurs pour développer la stratégie de communication de différentes structures. Alors, les objectifs du module aujourd'hui, ça va être d'abord de comprendre le fonctionnement du marketing d'influence, puisque je trouve que c'est une bonne entrée en matière. On ne va pas non plus commencer par la séduction des influenceurs. Il y a un certain nombre de choses à savoir avant de se lancer là-dedans. Donc, on apprendra évidemment, c'est un peu le sujet aujourd'hui, à séduire les influenceurs sur Instagram, à connaître les approches types aussi pour aborder un Instagrammeur, et également apprendre à trouver les Instagrammeurs ou en tout cas les influenceurs plus globalement, qui correspondront à votre besoin en fonction de ce que vous souhaitez faire. Donc, cette formation va se découler en différentes parties. Le marketing d'influence, définir ses objectifs, puisqu'on verra que finalement, il faut être clair quand on aborde un influenceur. Et donc, si on n'a pas d'objectif, si on ne définit pas en amont, si on ne prépare pas un certain nombre de choses, ça va être compliqué de séduire un influenceur derrière. Donc, évidemment, séduire un influenceur, on terminera par trouver les bons influenceurs, avec un petit bonus à la fin. Alors, on y va pour la première partie, le marketing d'influence. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marketing traditionnel, il a perdu de son hégémonie, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'internautes, donc c'est dans l'air du temps, finalement, de faire confiance de plus en plus en des personnes, des humains, directement. C'est pour ça que la publicité aujourd'hui se rabat un petit peu plus sur ce type de personnalité publique. Le contenu va être créé, testé, vérifié et relayé par les influenceurs, et ça rapporte forcément plus de crédibilité et plus d'impact qu'un contenu institutionnel, ou jugé en tout cas institutionnel. Donc finalement, le blogueur, l'Instagrammeur, l'influenceur et sa communauté sont liés par des liens de confiance et d'engagement. C'est-à-dire que les personnes qui vont suivre un Instagrammeur, eh bien, ce sont des personnes qui aiment peut-être ses contenus, mais surtout qui ont confiance dans ce qu'il propose, parce qu'ils jugent que c'est intéressant et que il a un bon avis sur la chose. Donc, il faut savoir que ça dépend des Instagrammeurs. Vous aurez des Instagrammeurs qui sont plutôt honnêtes, entre guillemets, c'est-à-dire qui vont vraiment essayer de donner leur avis. Et puis après, en fonction des contrats, on reviendra sur les contrats types d'influenceurs, vous pouvez plus ou moins orienter
le discours, sachant qu'évidemment, un influenceur, plus il va avoir de matière, plus il va avoir de liberté, plus potentiellement les retours seront qualitatifs derrière. On verra pourquoi après. Alors, voilà un petit peu comment tous les secteurs d'activité qui sont représentés par l'influence de marque. Donc, on va retrouver la culture, l'alimentation, la cuisine, les équipements high-tech, l'actualité, le lifestyle, la beauté, les voyages, la mode, le sport, le fitness, évidemment, il y en a d'autres, hein, c'est pas une liste exhaustive non plus. Mais ce qu'on peut constater avec ce petit schéma-là, c'est qu'on touche essentiellement les jeunes avec le marketing d'influence d'aujourd'hui. Pour les 50 ans et plus, ça va être essentiellement la culture et les équipements high-tech, voire un petit peu les voyages qui vont être représentés. Mais vous voyez que si on compare cette courbe-ci avec la courbe 18-24 ans, on se rend bien compte que c'est beaucoup plus suivi par les jeunes. Donc, posez-vous aussi la question de quel ciblage vous souhaitez faire. Peut-être que si vous ciblez les 50 ans et plus, ce n'est pas forcément le marketing d'influence qu'il faut viser. Donc, on va retrouver chez les jeunes essentiellement le lifestyle, la beauté, le sport fitness et aussi un petit peu l'high-tech, la culture, l'alimentation, la cuisine. Vous voyez que c'est un peu plus représenté finalement. Alors, l'influenceur type. Il faut savoir que 82% des influenceurs, ils auront une communauté entre 1K, donc 1000, et 50K, donc 50 000 abonnés. Donc, les followers, c'est ce qu'on appelle les abonnés, ou les personnes qui suivent la page. Donc, top 3 des réseaux les plus engageants. Donc, vous voyez qu'Instagram, et donc c'est aussi le sujet aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle surtout d'Instagrammeurs. Quand je parle d'influenceurs, ça englobe à la fois les influenceurs Instagram, les influenceurs Facebook, etc., etc. Mais on peut voir que c'est surtout, on parle aujourd'hui surtout d'Instagrammeurs finalement, puisque c'est ici qu'on aura la plus grande palette, la plus grande puissance d'action de following et de followers. Donc 60% de ces influenceurs ont entre 19 et 30 ans et 40% abordent des sujets lifestyle. Donc, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que peut-être que ce n'est pas forcément leur domaine de prédilection, le lifestyle. Il y a de plus en plus d'influenceurs aujourd'hui, et d'Instagrammeurs notamment, qui mixent le lifestyle, par exemple, avec le voyage, ou qui mixent le lifestyle avec autre chose. Puisque le lifestyle, c'est quelque chose, c'est quelque chose finalement qu'on va retrouver un peu dans tout. Donc, ça dépendra évidemment des influenceurs après, de ce que vous souhaitez faire avec. Alors, on va peut-être tout de suite lancer le petit sondage. La petite question, à savoir pourquoi vous, en tant qu'office peut-être, en tant que marque, en tant que société, vous souhaitez contacter un influenceur aujourd'hui. Donc vous pouvez répondre, il me semble, dans l'onglet sondage, voilà. Tout à fait, Florian. Voilà, le sondage a été publié. Je vous invite à voter. Merci. Alors, pourquoi avez-vous besoin des prestations d'un influenceur donc? Pour booster vos ventes, élargir votre communauté, créer une image plus positive, mettre en avant votre marque ou votre destination, autre, éventuellement, ou alors vous ne savez pas. Je vais laisser un petit temps, je vois que ça évolue. Je vais laisser encore quelques secondes. Donc pour la plupart d'entre vous, effectivement, c'est plutôt pour mettre en avant votre marque ou votre destination. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a 65% des personnes présentes aujourd'hui qui savent pourquoi ils vont communiquer, ils vont contacter un influenceur. Donc ça, c'est bien, puisque c'est important, ça me permet de faire une transition sur la deuxième partie, à savoir vos objectifs de communication. Puisqu'aujourd'hui, c'est inconcevable finalement de contacter un influenceur. Finalement, ça fait partie d'une stratégie plus large de communication. Quand on contacte un influenceur, il y a plein d'étapes en amont, à savoir définir ses objectifs. Et peut-être ses cibles aussi, qui vont correspondre aux cibles peut-être de l'influenceur ou non. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra regarder aussi. Donc, quels sont vos objectifs? Est-ce que ça va être créer de la notoriété, créer de l'engagement avec votre cible, développer vos ventes, améliorer votre référencement naturel, etc. Donc là, je reprends un petit peu le sondage que je viens de faire avec vous. Et une fois que vous avez défini ça, finalement, eh bien, vous allez pouvoir vous poser un certain nombre de questions. Donc, pas mal de questions avant cette partie qui vont permettre un petit peu de cadrer, de structurer votre demande aussi quelque part. Ça vous aidera à rédiger votre cahier des charges plus tard. Donc, à quel moment? Définissez déjà la date à laquelle va se dérouler l'opération. Est-ce que c'est pour un événement clé? Est-ce que c'est une période plus longue? Pour combien de temps?
S'agit-il d'une opération sur un événement clé ou alors plusieurs fois ou sur le long terme? Avec quelle contrepartie? Qu'est-ce que vous offrez finalement à l'influenceur qui va vous aider? Est-ce que ça va être des contreparties matérielles? Est-ce que ça va être un bien immatériel, un voyage, quelque chose? Donc ça, c'est des questions à se poser en amont déjà. Parce que de toute façon, ça, c'est des choses, quand potentiellement ça va matcher, que l'influenceur va venir, il va vous demander ces choses-là, ou même au téléphone en amont. Et quel KPI? Donc je rappelle, KPI, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les indicateurs clés de performance. Et ça, c'est important d'en avoir, puisque c'est ça qui vous permettra de faire un suivi aussi derrière. Donc quel KPI vais-je suivre? Ça va dépendre de votre objectif. Et c'est pour moi indispensable d'en avoir. Par exemple, ça peut être le taux d'engagement, le taux de conversion, le nombre de personnes qui ont acheté, par exemple, le taux de visite, le taux de partage, etc. Il y en a d'autres, le taux de clic, par exemple, si vous renvoyez un lien web. Ça peut être ce genre de choses. Qu'est-ce que vous allez surveiller derrière quelque part? Qu'est-ce que vous attendez? Et ensuite, quel type de production? Qu'est-ce que vous allez demander à l'influenceur? Est-ce que ça va être plutôt des articles sponsorisés, des positionnements sur des mots-clés, de l'affiliation, de l'affichage de bannières, des tests de produits, le blog trip, donc ça, j'y reviendrai à la fin. Produire des photos, des vidéos. Vous voyez que ça peut être, évidemment, là, c'est pas encore une liste exhaustive, mais on a déjà pas mal d'idées à ce sujet-là, et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir déjà en amont. Est-ce que ça va être simplement de relayer les messages des marques et accoler finalement le nom de l'influenceur derrière? Donc, il faut savoir que ça, il y a beaucoup d'influenceurs qui n'aiment pas ça, puisque ils vont modifier finalement un petit peu le message imposé par la marque pour que ça corresponde à leur style et à leur communauté, mais généralement, ils vont préférer quand même d'avoir la main libre là-dessus. Et ensuite, enfin, quel type de collaboration? Il existe deux types de collaboration, donc ça, c'est quelque chose à réfléchir aussi. Donc déjà, on va parler du partenariat. Le partenariat, c'est une collaboration non rémunérée entre la marque et l'influenceur. Par contre, derrière, vous n'aurez aucun droit de regard, forcément. Donc généralement, ça a souvent des retours, car ça reste une passion en fait pour l'influenceur. De faire finalement un influenceur, c'est quelqu'un qui est à fond sur les réseaux sociaux, qui aime ça, il aime générer du trafic de l'image finalement. Et donc le partenariat, finalement, ça veut dire que vous êtes déjà dans cette logique de relation de confiance qu'on peut avoir justement entre une communauté et un influenceur. Vous voyez? Donc vous faites confiance pour créer des contenus. Et finalement, ça va être jugé aussi plus vrai quelque part par la communauté. Bon, même si une vraie collaboration, ce sera forcément considéré comme vrai aussi, on verra pourquoi après. En tout cas, ça laisse la parole vraiment, il est plus libre de faire ce qu'il souhaite, et généralement, il va en faire un peu plus que ce qui est prévu. Voilà, donc ça, c'est à savoir. Et ensuite, on va avoir la simple collaboration. Donc là, il va y avoir un contrat, par contre, un contrat établi et signé par les deux parties. Et donc, la rémunération, ça, on y reviendra aussi, ça va être en fonction de différents facteurs. Déjà, la taille et l'engagement de la communauté. Donc, plus vous ciblez un Instagrammeur qui a une forte communauté, plus ça va vous coûter cher. Et oui. Donc ça, il faut aussi y penser. Définir le réseau social dans lequel la campagne aura lieu. Est-ce que vous allez faire de la sponsorisation derrière ou pas? Donc ça, il faut prévoir le budget pour faire des posts sponsorisés, par exemple. La nature et l'ampleur du dispositif de la campagne. C'est-à-dire que si c'est sur le long terme, eh bien combien, par exemple, est-ce qu'il y aura une rémunération mensuelle ou non, ou est-ce qu'il y aura un cachet à la fin? Comment ça va se définir? Donc ça, toutes ces choses-là, il faut y réfléchir avant. Exemple, la marque rédige le post Insta, l'influenceur le diffuse. L'influenceur rédige un article pour la marque, une vidéo sponsorisée. Donc généralement, ça va être autour de 8 € pour 1000 vues. Un Instagrammeur avec 30 000 abonnés, ça va être autour de 75 € par photo sponsorisée. Donc là, c'est des ordres d'idées, évidemment, ça dépend, c'est du cas par cas, les influenceurs. Et puis peut-être que quand vous allez parler avec eux, ils n'auront pas les mêmes tarifs à vous proposer. Et puis généralement, il faut savoir qu'il y en a très très peu quand même qui parlent en termes de tarifs. C'est-à-dire qu'ils parlent surtout en termes d'intérêt. Ils s'intéressent déjà à ce que vous leur proposez. Il faut qu'ils voient aussi l'intérêt retour derrière. Donc là, c'est les différents contrats. Donc partenariat ou collaboration. Donc réfléchir au pour et contre dans les deux cas de figure. Évidemment, si c'est une collaboration, vous pourrez aussi plus cadrer vos attentes et peut-être plus l'orienter sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez toute la main mise finalement, un petit peu plus sur l'influenceur et ce qu'il va générer comme contenu et comme trafic. Et donc là, on pourrait se demander, oui d'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que le contenu sponsor génère autant d'engagement qu'un contenu non sponsor? On pourrait se dire que finalement,
quelque part, c'est de la pub et c'est vu comme de la pub par les internautes puisque c'est un contenu sponsorisé. Quand c'est un contenu sponsorisé, on va retrouver, par exemple, sur Instagram, ça va être écrit « sponsorisé par », etc. Mais ça ne va pas vraiment avoir d'impact. Si le contenu est bon, eh ben, ça va intéresser. Sachant qu'aujourd'hui, on a un algorithme Facebook, puisqu'Instagram aujourd'hui est rattaché à Facebook, qui est quand même assez efficace pour trouver les centres d'intérêt des internautes. Et généralement, il va essayer d'envoyer finalement vos posts sponsorisés aux personnes intéressées ou susceptibles d'être intéressées par ce que vous visez. Donc généralement, ça va plutôt avoir des retours positifs quand même. Donc 77% des abonnés, des followers, perçoivent les partenariats comme positifs. Voilà, en tout cas, quand c'est bien fait, quand c'est bien choisi. Je montrerai aussi des contre-exemples pour étayer un peu mes propos. Et donc, ensuite vient la campagne. Quel type de campagne vous allez faire? Évidemment, là, c'est juste une entrée en matière. Je suppose que vous allez aller plus loin dans tout ce qui va être jeu concours pour les personnes qui sont intéressées. Donc, les tests produits, services, découverte d'un endroit. Donc, le test produit, ça, on en voit énormément sur YouTube, de plus en plus sur Instagram, en story aussi. L'objectif, ça va être d'obtenir de la réactivité sur les réseaux sociaux, d'être vraiment au taquet à ce niveau-là. Donc là, on va chercher généralement des influenceurs qui ont un fort taux d'engagement. De toute façon, c'est toujours ce qu'on cherche à avoir. Ça, c'est un premier point. Toujours chercher un influenceur qui a un fort taux d'engagement. Maintenant, attention, puisque plus il va avoir une grosse communauté, plus potentiellement, il va falloir aligner les billets derrière, si j'ose dire. Donc, on essaye d'attirer les lecteurs sur des nouveaux produits et services. On essaie de faire vendre quelque part ce produit ou service. Modalité, ça va être le test du produit et rédaction d'un article, par exemple, ou la réalisation d'une vidéo test, comme ça se fait beaucoup, pour donner l'avis. Donc les avantages, ça va être un moyen d'explication du fonctionnement du produit, et il va y avoir une confiance sur le produit, puisqu'il va être testé et recommandé par l'influenceur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins tous. J'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous, dans vos actes d'achat, eh bien, vous allez voir des tutos sur YouTube avant d'acheter. Et je pense que beaucoup parmi vous font ça. On fait tout ça de plus en plus. D'ailleurs, Google oriente de plus en plus les sites Internet qui ont des vidéos intégrées dans les sites Internet. Et c'est pour cette bonne raison-là. C'est parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on pose des questions directement à Google. Et on va lui demander, par exemple, est-ce qu'il est bien tel produit ou est-ce que c'est bien tel service? Et c'est souvent les vidéos qui en découlent. Voilà, la vidéo, ça reste aujourd'hui un outil, un facteur d'engagement très puissant, très utilisé par les influenceurs. Et donc, les KPI à surveiller, donc les points clés d'investissement, donc ça va être le taux d'engagement, les nombres de visites vers un lien traqué ou le nombre d'impressions, c'est-à-dire le nombre de pages vues, finalement, par votre communauté. Ensuite, on va voir le test produit. Donc voilà, ça c'est un exemple de test produit, pardon. Donc là, ça dépend des influenceurs. Il y en a qui aiment bien faire ce type de pavé, puisqu'ils vont rédiger vraiment quelque chose derrière, qui va être relayé en story. Puis après, il y en a certains qui préfèrent faire très court et laisser place au visuel. Donc là, évidemment, on a toujours un beau visuel, on est sur Instagram. Donc les Instagrammeurs savent faire ça. Très bien. Le code promo. Donc l'objectif, ça va être de booster les ventes produits. Il va y avoir là un contrat de collaboration qui va être mis en place, puisqu'il y a besoin de cadrer les attentes par rapport à ce code promo-là, pour ne pas s'éparpiller. Il faut être d'accord finalement sur les modalités de publication. Les avantages, ça va être un moyen efficace d'attirer le public sur le produit, puisque dès qu'il y a un bon cadeau, quelque part, eh bien, il va y avoir quelque chose à gagner derrière. Donc ça, c'est toujours intéressant. Et ça permet, c'est un système toujours de gagnant-gagnant quelque part. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi quelque part un intérêt pour l'influenceur de participer, que ce soit un partenariat ou une collaboration. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça va aussi permettre, lui, de lui faire un petit cadeau à ses abonnés. KPI à surveiller pour ce cas de figure-là, donc le nombre de clics sur le lien traqué, le nombre de fois que le code a été utilisé, par exemple. Voilà, de moyens de vente après l'opération avec l'influenceur. Ça, c'est des choses à suivre. Voilà un exemple de code promo. Évidemment, toujours un visuel mis en avant, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est ici mis, donc une influenceuse gastronomique et lifestyle. Ensuite, les concours. Donc là, l'objectif, ça va être surtout la visibilité, puisque généralement, un jeu concours, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va sponsoriser le post, c'est-à-dire qu'on va le partager hormis
c'est-à-dire qu'on ne se base pas uniquement sur la communauté de l'influenceur, on va aussi au-delà, quelque part. Donc la modalité, ça va être un contrat de collaboration dans lequel les deux parties tombent d'accord sur les modalités de publication, et on essaye de choisir le bon d'achat ou le cadeau en question, ensemble. D'accord ? Ça se fait ensemble, ces décisions-là. Qu'est-ce que finalement on va faire gagner à la communauté ? Est-ce que c'est un lot ? Est-ce que c'est 5 lots ? Est-ce que c'est 10 lots ? Etc. Les avantages, ça va être un gain facile d'abonnés sur le compte. Ça va générer finalement du trafic et de la visibilité. Et puisqu'on demande aux participants un certain nombre de choses, de surveiller la story, etc., et bien forcément qu'on va gagner en visibilité. Donc les KPI à surveiller, ça va être le nombre d'abonnés en plus, et le taux moyen des ventes après l'OP avec l'influenceur, on aurait pu rajouter aussi tout simplement le taux d'engagement ou le nombre de clics. Voilà un exemple de jeu concours, hein. Il y en a eu énormément à Noël, je pense que la plupart d'entre vous ont dû en voir passer sur Instagram, ça se fait beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, avec des Instagrammeurs. Florian, on a une première question, Émilie, qui nous demande: un contenu sponsorisé est un contenu relayé, partagé plusieurs fois en échange d'une collaboration financière? Alors, quand on dit contenu sponsorisé, là, on ne parle pas d'influenceurs, on parle de plateformes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Instagram, sur Facebook, on peut sponsoriser un post. C'est-à-dire qu'on peut, évidemment, on paye, c'est-à-dire pour le relayer à une communauté plus large, qui va être choisie par l'algorithme de Facebook et qui va essayer de diffuser finalement, comme une pub, presque, votre post. Voilà, donc ça n'a rien à voir en fait avec la logique d'Instagrammeur, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on veut pousser au-delà de la communauté de l'Instagrammeur. Donc on va quand même sponsoriser notre publication pour élargir le champ de visibilité. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, ça va ? Non, pour l'instant, c'était la seule et unique. Merci Florian. Ça marche, pas de souci, je t'en prie. Donc n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, ce sera avec plaisir. Donc ensuite, la mise en avant d'un hashtag, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire qu'on va créer pour un événement, ça marche énormément ça, on va créer un hashtag pour un événement précis. L'objectif, ça va être de booster la visibilité et inciter les gens à utiliser dans leur publication. Donc là, vous voyez que c'est une réflexion presque en amont de l'Instagrammeur qui va relayer ce hashtag-là. Hein, on va créer presque une campagne de communication autour de ce hashtag. Donc ça marche, c'est assez puissant, surtout pour un événement clé. Ça, sur le long terme, c'est un peu plus compliqué. Ou alors, il faut que ce soit un événement redondant, mais pas qui dure sur le long terme. Mais ça peut être plusieurs événements qui se répètent chaque année, par exemple. Donc la modalité, ça va être un contrat de collaboration dans lequel les deux parties, encore une fois, tombent d'accord sur les modalités de publication. L'avantage, ça va être de faire décoller le hashtag plus rapidement, hein, puisqu'il va être relayé. Généralement, on va mettre en place des conditions. Hein. Ça peut être aussi, on peut mixer les choses. Hein. Je disais jeu concours, on peut mixer le jeu concours avec la mise en avant d'un hashtag, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui se fait aussi très souvent, hein, qui va permettre aussi d'avoir une portée énorme aussi en plus sur Instagram, puisque la logique des hashtags marche encore plus aujourd'hui sur Instagram que sur Facebook. Hein. Si vous mettez les bons hashtags, eh bien, potentiellement, vous aurez un retour sur investissement. Les KPI à surveiller ici, ça va être le nombre de mentions sur les réseaux et le taux moyen des ventes après l'opération avec l'influenceur. Voilà un petit exemple de mise en avant d'un hashtag. Évidemment, ça, c'est quelque chose qui se réfléchit en amont, vous l'aurez compris. Enfin, les voyages influenceurs, l'objectif là, donc c'est quelque chose d'un peu plus costaud hein, que tout ce que j'ai montré avant. Ça va être d'obtenir de la visibilité à travers les retombées sociales des différentes communautés mutualisées, c'est-à-dire que généralement on va faire appel à plusieurs influenceurs, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est de mixer des communautés qui n'ont pas forcément grand-chose à voir à la base. Hein, on va pas demander de venir à 5 amis influenceurs qui sont du même cercle, ça n'aurait pas trop d'intérêt. L'idée c'est de mixer les communautés pour les voyages influenceurs. Donc la modalité, ça va être un contrat de collaboration dans lequel les parties tombent d'accord, encore une fois, sur les modalités de publication, est-ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, quelque part. Les avantages, ça va être le rapprochement entre la marque et l'influenceur, la convergence des messages, c'est-à-dire que c'est surtout ça qu'il faut cadrer, hein, quel message ils doivent véhiculer. Hein, même s'ils restent libres de ce qu'ils disent, il faut avoir les grandes lignes, quelque part, de ce que vous souhaitez qu'ils fassent dans leur communication. Et les KPI à surveiller, ça va être le taux d'engagement, la portée de l'hashtag utilisé, et le nombre de clics sur le lien de description, par exemple. Évidemment, il y en aurait d'autres à suivre, en fonction de ce que vous faites.
un exemple de voyage influenceur. Donc ça, évidemment, les Instagrammeurs lifestyle voyage adorent ça. Hein, ils sont très friands de ça, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre d'avoir un système gagnant-gagnant. Les followers, les personnes qui suivent vraiment ces Instagrammeurs-là, suivent essentiellement pour ça aussi. Donc c'est vraiment, on est dans cette logique de gagnant-gagnant. Alors, les événements influenceurs, l'objectif, ça va être de créer une sorte de buzz autour d'événements. Donc, j'emploie des pincettes quand même quand je dis buzz, puisqu'aujourd'hui, on veut tous créer le buzz. Et le buzz, ça n'arrive jamais... voilà, c'est très rare que ça arrive volontairement, en fait. Donc, faites attention quand vous voulez créer le buzz. Entre guillemets, on ne va pas créer le buzz. On va essayer, en tout cas. On va essayer, en tout cas, d'obtenir le buzz autour de l'événement. Modalité, ça va être un contrat de collaboration dans lequel les parties tombent d'accord, encore une fois, sur les modalités de publication. L'avantage, c'est qu'on aura une visibilité assurée sur les réseaux sociaux, notamment les influenceurs. Généralement, ils vont faire du IGTV sur Instagram, ils vont faire du Facebook Live, ils vont relayer, ils vont faire des stories, etc., etc. On va les suivre dans leur aventure tout au long de leur parcours, finalement. C'est ça qui est intéressant. Et donc, les KPI à surveiller, ça va être le nombre d'interactions et le nombre de personnes touchées. Évidemment, on peut mixer ça avec, par exemple, des jeux concours, un système de hashtag. Vous voyez que finalement, ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut mixer les choses pour créer un événement interactif et intéressant pour la communauté. Puisque aujourd'hui, les internautes veulent de l'interactivité et veulent de la personnalisation. Donc, s'il fallait retenir une chose, ce serait ça sur cette partie de campagne. Donc, des événements influenceurs, donc évidemment, en ce moment, pour trouver des Instagrammeurs, c'est un peu plus compliqué, on y reviendra. Mais il y a des rencontres qui existent d'Instagrammeurs. Donc moi, je parle de Lille, puisque c'est ce que je connais, avec Hôtel Accor, qui organise, eux, des événements spécialement faits pour ça. Donc en ce moment, malheureusement, il n'y en a plus trop, c'est plutôt virtuel. L'objectif, c'est de faire venir du monde et aussi potentiellement de créer des événements, des rendez-vous surprises, où là, on va accueillir finalement un petit peu les Instagrammeurs, presque comme des amis, plus que comme des journalistes. Ça, j'y reviendrai aussi, mais on n'accueille pas un Instagrammeur de la même manière qu'un journaliste. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à la grande partie de ce web séminaire? Non, Florian, tu peux continuer. Alors, on va passer à comment on séduit les Instagrammeurs. Maintenant que vous savez tout ça, donc là, c'est vraiment la phase d'amont de préparation. Donc, il faut savoir que pour n'importe quelle demande à un influenceur, encore plus sur Instagram, la personne regardera vos réseaux sociaux. Donc, faites attention à l'image que vous véhiculez sur vos réseaux, même si potentiellement, là, vous allez me dire, oui, d'accord, Florian, mais moi, je veux faire appel à un Instagrammeur justement pour booster mon image de marque. Oui, mais il faut faire attention, puisque pour un Instagrammeur, eh bien, c'est son image qui est finalement son modèle économique. Donc, l'image des influenceurs leur est importante. Il faut donc faire attention. Ils font très attention à l'image qu'ils dégagent. Et donc, ils ne vont pas faire de partenariat avec des marques qui ont un Instagram mal tenu, par exemple. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire donc déjà pour séduire les Instagrammeurs? On va essayer de chercher le contact. Contact en bio. Généralement, les Instagrammeurs qui sont habitués, ils mettent bien leur contact en bio, leur lien vers un blog, par exemple. C'est assez rare que... Aujourd'hui, la plupart des Instagrammeurs, il faut savoir qu'ils ont soit un site internet dédié, un blog, ou alors une chaîne YouTube ou quelque chose d'autre. Ils sont rarement que sur Instagram maintenant. Ou directement le contact mail. On va chercher le formulaire de contact ou le blog lié. Évidemment, je vous ferai un petit récapitulatif de tout ça après. Je vous montrerai un exemple, concrètement, comment ça se passe. Alors, ce que les blogs reprochent aux marques, et ça, retenez bien, pas de ciblage, pas de personnalisation, infos hors sujet, sans lien avec leur ligne éditoriale, manque de clarté sur ce qu'on attend des blogueurs, contenu pas lisible, trop long, manque de contenu multimédia. Voilà en clair ce que ne souhaitent pas les Instagrammeurs et ce qui fera peur aux Instagrammeurs si vous leur proposez quelque chose finalement de trop vague qui n'a pas de ciblage ou pas de personnalisation par exemple. Donc faites attention à ça, à bien cadrer finalement vos attentes et votre demande. C'est-à-dire que là, je reparle de ligne éditoriale, il faut être dans la même logique que l'Instagrammeur. C'est-à-dire que si vous proposez quelque chose de trop différent avec ce qu'a l'habitude de faire et ce que la communauté finalement a l'habitude de voir de l'Instagrammeur, eh bien l'Instagrammeur n'acceptera pas votre demande. Donc faites bien attention aussi dans le choix, c'est important d'avoir un bon choix d'influenceur. Florian, on a Lucille qui a rebondi sur tes propos et qui demande justement qu'est-ce qu'un Insta bien tenu. Alors un Insta bien tenu, je pourrais passer
10 heures sur le sujet. Non, simplement, c'est d'avoir finalement des visuels épurés déjà, une première chose, assez design, hein, puisque sur Instagram, on est sur le côté séduction, sur le côté net et épuré. Hein. Historiquement, Instagram, ça reste un réseau social de photographes à l'origine. Donc c'est surtout ça, et puis après, un fil Instagram qui pas forcément qui attire l'œil, mais en tout cas qui correspond. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un post avec une dominance de rouge suivi d'un post avec une dominance de jaune fluo. Vous voyez, il faut que ce soit finalement esthétique, que ça renvoie quelque chose de sympathique, quoi, finalement. Hein. On n'est pas tous Instagrammeurs, on n'est pas tous photographes, mais on peut faire un minimum pour que le compte ne donne pas envie de fuir, ou au moins que voilà, on ait des contenus intéressants. Parce que de toute façon, l'Instagrammeur, lui, il va regarder ça. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pour l'instant, non. Ça marche. Donc, il faut essayer de créer une vraie relation avec les blogueurs et les Instagrammeurs, voilà, les influenceurs. Il faut leur porter de l'intérêt. Hein, ça, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on ne va pas les contacter directement. On va essayer donc, il y a toute une phase en amont où on va essayer de sélectionner le bon Instagrammeur, évidemment, qui correspond. Et puis après, une fois qu'on a trouvé, on va essayer de leur porter de l'intérêt. On va liker leurs posts, on va regarder leurs stories, on va essayer de commenter en les identifiant. Et c'est ce genre de choses qui va montrer finalement une première approche à l'Instagrammeur qui va faire, finalement, qui va peut-être derrière nous remarquer. Donc, il faut savoir que les Instagrammeurs, ils recherchent une relation sincère et personnalisée. Et donc, cette phase en amont est très importante. Vous montrez finalement votre intérêt pour cet Instagrammeur-là en commentant, en partageant aussi peut-être ses posts. Voilà, il faut réagir, il faut essayer d'interagir et de réagir sur les réseaux sociaux. Peut-être partager éventuellement. Peut-être nommer aussi cet Instagrammeur dans une liste. Si vous avez un blog de destination à côté, par exemple, ça peut être intéressant de l'intégrer dans une liste. Les Instagrammeurs sont très friands. Ça, il sera peut-être touché, ou elle sera peut-être touchée par ce que vous avez fait. Voilà, donc cette phase-là, ça commence déjà sans contacter finalement l'Instagrammeur. On va essayer de le séduire en amont déjà. Donc il y a une première phase. On montre qu'on est sympa, etc. Qu'on s'intéresse à l'Instagrammeur, ou l'Instagrammeuse. On va essayer de convaincre les influenceurs aussi de partager votre contenu en les mentionnant. Hein, mentionner dans des listes, sur Twitter, sur vos autres réseaux sociaux, ça peut être aussi important, quelque part. On essaie un maximum de relayer les contenus, et même des fois sans les nommer. C'est-à-dire qu'on va essayer de relayer les contenus à notre propre communauté. Voilà, c'est entre guillemets gratuit, mais ça va permettre d'être dans cette logique de phase d'approche, d'arriver à cette phase d'approche de l'Instagram. Alors, on va essayer, voilà, c'est ce que je disais, de les inclure dans des listes cutanées, un bon moyen de créer du contenu finalement, et ça va permettre de les toucher. Généralement, ils aiment bien, peu importe qui on est, hein, ça reste des humains finalement qui font leur travail et qui le font bien. Donc quand on les intègre dans des listes comme celle-ci, potentiellement, ça va leur donner vraiment envie d'en apprendre peut-être plus sur vous, et pourquoi pas, ça va les aider en tout cas dans leur conviction de vous aider à communiquer bien sur votre marque quelque part. Donc là, on ne parle toujours pas de contact. Hein. Là, on y arrive, mais là, on est vraiment dans une phase en amont où on essaye de séduire déjà l'Instagrammeur sans le contacter, sans rien lui demander quelque part. Voilà, on montre qu'on s'intéresse à lui. Alors, pour le contact, comment ça va se passer ? On est essentiellement sur du mail, comme vous pouvez le voir ici. Hein, 85% des demandes aux Instagrammeurs, ça se fait encore aujourd'hui sur email. Donc l'email, ça prend aussi en compte les formulaires de contact. Hein, donc c'est essentiellement ça. Après, directement sur la production de contenu, directement sur les réseaux sociaux, à un événement, blog de l'influenceur, Twitter, ou alors appel téléphonique, mais c'est quand même assez rare, ça reste de l'emailing aujourd'hui. Alors, j'y reviendrai, hein, bien sûr, comment on trouve le contact de l'Instagrammeur, donc sachant qu'aujourd'hui, les 3/4, ils mettent directement leur contact dans leur bio. Hein. Donc, il faut essayer de personnaliser à fond sa demande quand on séduit les influenceurs. Donc, là, on va commencer, voilà, là, je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer comment ça se passe. Bonjour, donc là, on nomme l'Instagrammeur, on essaye de le nommer par son prénom, si on connaît son prénom, hein, sachant que les Instagrammeurs, aujourd'hui, ils créent un système de marque. Hein, leur nom, c'est une marque, quelque part. Il faut essayer de trouver leur prénom, c'est toujours plus personnalisé.
Après, ça dépendra de l'Instagrammeur. Je sais qu'il y a des influenceurs qui n'aiment pas ça. Donc, renseignez-vous bien en avance. Mais les 3/4, voilà, c'est quelque chose déjà qui va permettre d'avoir une approche plus humaine. Je m'appelle Florian, je suis chargé de la relation avec les influenceurs et je travaille pour gna gna gna. Et là, donc, vous allez pouvoir décrire dans un premier temps votre activité, ce que vous faites. Puisque ça, c'est important dans tous les cas que l'Instagrammeur sache ça. Par exemple, votre blog nous a particulièrement interpellé, notamment votre article sur, voilà, on est dans cette logique de personnalisation ici, on va détailler un article récent, ou ça peut être un post Instagram, mais sachant que généralement, on va plutôt contacter les Instagrammeurs via leur blog dédié. C'est pour ça que je parle de ça. Nous l'avons trouvé très instructif, cela tombe bien, car nous proposons une nouvelle activité sur notre territoire. Donc là, vous allez décrire l'offre, les fonctionnalités, ce que vous voulez relayer, ce que vous attendez quelque part de l'Instagrammeur, sans en dire trop, puisque si vous détaillez toutes les modalités, ça ne donnera pas non plus à l'Instagrammeur de venir. Il faut laisser une part de mystère pour susciter aussi l'intérêt de cet Instagrammeur-là, ou de cette Instagrammeuse-là. Donc on décrit les caractéristiques, les modalités de l'activité, et on montre aussi quelque part la valeur ajoutée. Donc quand je dis montrer la valeur ajoutée, c'est là qu'on va indiquer le lien entre le secteur d'activité de l'Instagrammeur, sa communauté, et ce que vous souhaitez faire. Seriez-vous tenté pour la tester? Donc là, c'est pour un produit, par exemple, mais ça peut être autre chose. Seriez-vous tenté pour participer à l'aventure? Moi, j'aime bien dire ça parce que c'est quelque chose souvent qui donne envie. Je pense qu'il pourrait vous intéresser. Si cela vous dit, vous pouvez me recontacter pour qu'on en discute plus largement. Merci d'avance, le contact, etc. Voilà un petit peu comment ça se passe pour contacter un Instagrammeur. Alors, évidemment, il faut essayer de bien cadrer à la suite de ça vos attentes. Donc là, je rebondis sur la partie 2. Donc quoi? Est-ce que c'est un article, contenu, photo, vidéo? Pensez à la résolution des photos, des vidéos, des longueurs des textes aussi. Attention, si c'est des textes trop longs, ça va faire peur à l'Instagrammeur. Les visuels à utiliser, est-ce qu'il produit les visuels ou est-ce que vous lui en fournissez et lui, il met juste le texte? C'est possible, mais bon, ce serait un peu dommage. Quand opération et diffusion, les dates, les horaires, tout, le nombre des prises de parole attendues par l'influenceur. Donc, est-ce qu'il va faire un seul post, par exemple, ou est-ce qu'il va en faire plusieurs? Est-ce que ce sera relayé sur son blog ou uniquement sur Instagram, par exemple? Voilà, c'est pour ça que je parle des canaux. Les droits d'utilisation des contenus, c'est-à-dire est-ce que l'Instagrammeur produit des contenus que vous pourrez utiliser uniquement pour l'opération en cours, ou est-ce que vous pourrez réutiliser ces contenus plus tard? Donc, évidemment, si vous souhaitez avoir les droits dans l'intégralité, eh bien, ça coûtera forcément plus cher. Et les attestations d'assurance également. Alors, évidemment, on essaye toujours d'avoir une clause d'exclusivité, c'est ce que je viens de dire, une charte éthique et de législation. Donc là, c'est finalement un rappel de la loi. On dit finalement à l'Instagrammeur qu'il ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et on demande aussi aux influenceurs d'utiliser les hashtags en rigueur, puisqu'il s'agit d'un partenariat, par exemple. Vous voyez, c'est un petit peu la différence entre collaboration, sponsorisation et partenariat. C'est-à-dire qu'un post sponsorisé, ce sera forcément intégré, ce sera mentionné à côté du post, juste en dessous du nom du post, ce sera écrit sponsorisé, post sponsorisé. Mais il faut savoir qu'en France, il y a une loi par rapport à ça, il faut mentionner en plus en hashtag quand c'est un partenariat, quand c'est une collaboration, quand c'est une pub. Donc on redit bien ça à l'influenceur, surtout c'est important, de mettre au moins hashtag sponsorisé ou en partenariat avec. Il faut forcément que ça y soit indiqué quelque part, sinon c'est réprimandable. Voilà, donc pensez-y, c'est quelque chose qu'on ne pense pas forcément, mais qui est important. Donc forcément, les délais et modalités de paiement, les pénalités d'annulation, puisque finalement, il faut bien connaître les Instagrammeurs, mais ça peut arriver que voilà, il y a un problème, une maladie ou un problème. Dans ce cas-là, on montre les modalités d'annulation, etc. Et le prix de chaque élément, plus rémunération du blogueur. Voilà, c'est-à-dire que si on se fait de la sponsorisation, est-ce que c'est l'Instagrammeur qui gère ça ou est-ce que c'est nous qui le faisons? Et donc, il faut prévoir le budget pour ça. Il y a la rémunération, évidemment, de l'Instagrammeur, mais il y a aussi le budget à avoir à côté pour pousser en sponsorisation les posts, par exemple.
Florian, on a Cécile qui demande justement l'attestation d'assurance quand tu mettais là, que cadrez bien vos attentes. Elle s'interroge, c'est-à-dire. J'ai pas bien. Alors ça a coupé. Ah, pardon. J'ai Cécile qui réagit par rapport à l'attestation d'assurance dont tu as parlé quand tu parlais du contrat et de cadrer ses attentes. Donc, on peut peut-être revenir sur la slide. Oui. Voilà, et elle demande l'attestation d'assurance, c'est-à-dire. Alors, l'attestation d'assurance, ça va être surtout pour la partie matérielle, c'est-à-dire par exemple que dans certains cas de figure, on va fournir le matériel audiovisuel nécessaire à l'Instagrammeur pour faire les contenus. Et donc, s'il arrive un problème, c'est-à-dire que si, je ne sais pas, il trébuche et il casse le matériel, eh bien, qui paye? Qui prend en charge? Donc, il faut une assurance, par exemple. Et après, il y a l'assurance de l'Instagrammeur, c'est-à-dire que dans son métier, est-ce qu'il est assuré derrière pour n'importe quel problème? Ça peut être un problème de maladie, comme ça peut être s'il est blessé dans son opération, ce genre de choses. Donc, il faut prendre une assurance spéciale pour ça. Et de toute façon, s'il y a des questions par rapport à ça, tout ce qui est loi pénale et assurance, eh bien, je vous invite à aller voir directement sur le site de l'ARPP, qui est l'autorisation de régulation professionnelle de la publicité, et vous aurez vraiment toutes les infos par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'est une partie qui fait beaucoup moins rire, hein, parce que là, c'est vraiment dans la loi pure et dure. Mais en tout cas, si vous avez un doute, vous pourrez vous référer à ça. Donc voilà un exemple type de devis, hein, quand c'est un contrat de collaboration. Là, en l'occurrence, c'est un devis Instagram, où on va détailler les missions de l'Instagrammeur. Donc là, en l'occurrence, alors j'ai du mal à lire là sur ma version, mais c'est pour un reportage photo. Donc on mentionne finalement reportage photo à tel endroit. Généralement, on va indiquer le nombre de photos potentielles, c'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper. S'il en fait un peu plus, c'est pas grave. Si c'est un peu moins, c'est pas grave. On essaye d'avoir un cadre. Ça peut être 20 à 30 photos, par exemple. Et donc, il en fait 25, 26. Développement, exécution, donc réalisation des photos prises avec, donc là, on précise le matériel, vous voyez, d'où l'intérêt après, derrière, de justifier ça pour l'assurance. Canon 5D Mark III, donc là, c'est généralement le matériel quand même de soit votre matériel, soit le matériel de l'Instagrammeur, ou les deux, ça peut être les deux aussi. La post-production, est-ce qu'il fait la post-production, c'est-à-dire est-ce qu'il fait la retouche ou non, hein, ça c'est des choses à prendre en compte par exemple. Donc là en l'occurrence oui. Et le partage minimum de 4 photos par jour via le compte de l'Instagrammeur. La finalisation, livraison de la série de photos iPhone et Reflex au format brut. Donc ça c'est en plus, c'est une option en plus qui permet de garder. Donc on a réussi à avoir la clause d'exclusivité dans ce devis. Et donc on nous fournit les photos brutes après l'opération. Voilà un exemple type de devis. Donc il faut essayer au plus possible, et ça c'est très important aussi, de s'appuyer sur les talents de l'influenceur. Hein. L'influenceur, il sera forcément plus motivé pour travailler avec vous s'il laisse libre cours un peu à sa créativité et ce qu'il a l'habitude de faire. Plus vous allez un petit peu cadrer, donc c'est bien d'avoir un cadre hein, de départ, hein, je ne dis pas le contraire, mais plus vous allez enfermer entre guillemets un peu votre Instagrammeur dans ce que vous souhaitez faire et qu'il y a trop de contraintes, eh ben moins il laissera libre cours à ce qu'il sait faire, à sa créativité, et donc potentiellement les retours ne seront pas forcément les meilleurs. Donc faites attention à ne pas trop en vouloir cadrer l'opération. Et donc il appréciera que vous reconnaissez ses talents à leur juste valeur, donc c'est-à-dire qu'on est dans une logique de gagnant-gagnant et dans un climat de confiance. Il y a une relation de confiance qui s'installe quelque part. Hein, donc dans tous les cas, il fournira un meilleur travail, il y aura un meilleur rendu s'il sent ce climat de confiance. Et donc, c'est encore mieux si vous arrivez de faire vos influenceurs qui deviennent des ambassadeurs, des partenaires quelque part de votre marque. C'est-à-dire que après coup, c'est pas terminé. C'est pas une fois que le post, par exemple, est fini, que l'opération commerciale est finie, qu'on dit bye bye à l'influenceur. Non, ça se passe jamais comme ça. On va remercier et encore remercier. Et surtout, après, on va continuer à prendre contact avec l'Instagrammeur. Ça, c'est très important. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie de séduction. Hein. On est sur la logique encore séduction. Non, Florian, tu peux continuer, oui. Ça marche. Et donc, cette dernière partie qui est quand même importante, je le trouve, c'est de trouver les influenceurs qui vous correspondent. Parce que ce n'est pas tout de savoir ce que vous souhaitez, de savoir comment on contacte et comment on séduit un Instagrammeur. Il faut aussi savoir lequel vous correspond quelque part. Et pour ça, il y a des outils à prendre en compte.
Donc, on va essayer de définir un tableau, tout simple, hein, ça peut être directement sur Excel, sur Word, peu importe, on s'en fiche, dans lequel on va rentrer un certain nombre de champs. Vous allez faire des recherches, vous allez faire une veille, finalement, sur les Instagrammeurs qui vous intéressent en fonction de votre secteur d'activité, ce que vous recherchez. Alors attention, par exemple, ce n'est pas forcément parce que vous voulez promouvoir une destination qu'il faut que chercher les Instagrammeurs voyage ou lifestyle. Peut-être que ça peut être intéressant aussi d'avoir un influenceur gastronomique, par exemple, du territoire ou quelque chose comme ça. Mixer les Instagrammeurs, bon, vous allez me dire c'est un peu plus cher, mais généralement ça a plus de retombées aussi. Donc faites des filtres pour faciliter le travail, c'est-à-dire est-ce que lui, il recherche plutôt des partenariats ou des collaborations. On se renseigne finalement sur ce qu'il a l'habitude de faire, si on l'a vu avec d'autres marques, etc. Chercher les catégories qui nous intéressent. Est-ce que lui, il est plutôt Instagrammeur, influenceur cuisine? Est-ce qu'il est influenceur expérientiel, plutôt dans le luxe, plutôt le côté sportif, et sa communauté, quel type de communauté, etc. Donc on essaye déjà de faire un premier travail de veille ici, directement en regardant les comptes Instagram. Florian, on a Sandy qui s'interroge, faut-il les trouver proches de chez soi? C'est-à-dire, je ne comprends pas bien le sens de la question. Proche de chez soi. Est-ce que le critère géographique doit être pris en compte en fait dans la recherche des influenceurs? Ah bah bien sûr, ça peut. Alors oui et non. Ça dépend de ce qu'on veut. Donc on cherche des influenceurs locaux. Là, dans ce cas-là, forcément, c'est prioritaire. Maintenant, si on ratisse plus large et qu'on veut un influenceur peut-être un peu plus loin, mais qui a une plus grande communauté, donc là, on va ratisser plus large. Là, ça peut être intéressant aussi. Mais moi, je vous conseille quand même, dans un premier temps, de cibler ce qu'on appelle les micro-influenceurs. C'est-à-dire des influenceurs qui seront forcément moins chers, puisqu'ils auront une moins grande communauté, mais qui auront quand même un taux d'engagement suffisant pour dire que ce soit un influenceur. Moi, c'est ceux que je vous conseillerais, puisqu'on a toujours plusieurs catégories, mais voilà, moi, ça j'y reviendrai, c'est prévu que j'y revienne dans cette partie-là. Donc, je ne m'étale pas sur le sujet. Donc, dans un premier temps, on va essayer de créer un petit tableau comme ceci. Alors, où les trouver? Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a ce qui est hôtel accord, des rendez-vous réguliers pour rencontrer les Instagrammeurs in real life, en vrai. Bon, ça, c'est moins le cas maintenant, hein, We Are Travel, les salons des blogueurs, les voyageurs francophones, les salons des influenceurs du web, C-Web. Ça, c'est des endroits où vous voulez rencontrer un certain nombre d'Instagrammeurs et d'influenceurs. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, tous ces événements-là. Il y a énormément de choses qui existent, mais ce sera des salons sous format salon virtuel, quelque part. Alors, on va parler un petit peu du taux d'engagement et du taux de reach, comme on dit en anglais. Donc, il faut bien faire la part des choses entre les deux. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le taux d'engagement? C'est le nombre de personnes engagées, c'est-à-dire qui vont répondre à un certain nombre de choses dans un post. Par exemple, l'Instagrammeur publie une publication et le taux d'engagement est calculé par rapport au nombre de personnes qui suivent l'Instagrammeur qui vont répondre, qui vont liker le post, tout simplement, qui vont commenter. Alors que le taux de reach, c'est un peu plus compliqué à comprendre, c'est le nombre d'abonnés au total qui suivent un influenceur. C'est-à-dire que, par exemple, un Instagrammeur, peut-être qu'il a une chaîne YouTube à côté, peut-être qu'il a un blog, peut-être que, j'en sais rien, il a un compte Twitter, Facebook, etc. Et bien, au total, si on calcule le nombre d'abonnés au total sur toutes ces plateformes-là, on a son taux, ce qu'on appelle de reach. Et ce qu'il faut bien retenir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une audience importante n'est pas forcément une audience de qualité. C'est-à-dire qu'on a des influenceurs aujourd'hui qui ont une énorme audience, mais qui ont finalement un taux d'engagement assez faible. Et donc, quelque part, ça veut dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui a 10 000 abonnés, 10 000 personnes qui suivent la personne et qu'on va avoir en moyenne un quota de 10 likes par post, eh ben, ce sera peut-être moins intéressant finalement qu'un micro-influenceur qui aurait, je ne sais pas moi, que 7000 abonnés, mais par contre qui aurait une cinquantaine de likes ou une centaine de likes à chaque post. Vous voyez qu'on va être, en fonction de vos objectifs, sur des logiques complètement différentes. On ne va pas rechercher les mêmes influenceurs. Alors, le calcul du taux d'engagement et le calcul du reach, donc ça, je passe rapidement, puisque aujourd'hui, vous avez des sites qui le font directement. Vous n'aurez pas besoin, surtout pour les personnes qui sont pas forcément très fortes comme moi en maths. Donc c'est le meilleur indicateur. Donc ça va être le nombre d'interactions sur le reach total x 100, et là ça va vous donner votre taux d'engagement. Et c'est ça qu'on va chercher à regarder
c'est ça qui va nous intéresser en matière d'Instagrammeur. On va essayer d'avoir le taux d'engagement le plus élevé, et donc généralement, on va avoir des retours plus ou moins bons en fonction de ça. Donc on a différents sites qui existent pour ça. Donc là, je nomme Social Blade, qui est pour moi un des plus complets avec Hype Editor, qui va permettre d'extraire un peu les données, et permettre d'avoir le taux d'engagement du compte Instagram de l'influenceur. Donc à titre indicatif, moins de 1% de taux d'engagement faible, entre 1% et 3,5%, donc ça c'est les 3/4 des Instagrammeurs, on a un taux d'engagement moyen bon, un taux d'engagement moyen bon, entre 3,5 et 6%, un taux d'engagement élevé, au-dessus de 6%, alors là c'est très très élevé, mais c'est extrêmement rare d'avoir généralement, c'est plutôt les micro-influenceurs, puisqu'ils ont moins de personnes qui les suivent. Donc, au début, généralement, on va avoir ce type de taux d'engagement. Donc, je passe un petit peu et je vous montrerai après comment ça se passe sur le logiciel, sur le site, pardon. Donc, on a aussi Hype Auditor. Donc, là, c'en est un autre. C'en est un autre qui permet d'avoir des infos assez synthétiques, mais par contre, il faudra payer pour avoir tout ce qui est information sur, par exemple, la communauté de l'Instagrammeur, quelle tranche d'âge, quel ciblage, etc. Forcément. Hein, on est un peu limité sur les outils gratuits quand même. Extraire les données, donc on a Tank, donc lui qui est payant, mais qui permet d'avoir l'information directement sur le compte Instagram. C'est-à-dire qu'on recherche un Instagrammeur sur Instagram, logique, et on va retrouver juste en dessous le nombre de likes, le nombre de commentaires et le pourcentage d'engagement, le taux d'engagement. Ça peut être intéressant aussi pour certains d'entre vous. Alors attention, il faut toujours actualiser ces listes, c'est-à-dire que si par exemple vous aviez repéré un Instagrammeur il y a quelques années, vous avez fait une opération avec lui ou avec elle, eh bien toujours actualiser ces listes, puisqu'il peut arriver ce qu'on appelle des bad buzz, hein, comme c'est le cas beaucoup aussi parmi les Instagrammeurs, et donc des Instagrammeurs qui perdent énormément de communauté d'un seul coup et qui ne sera pas bon pour vous quelque part. Donc faites attention à toujours actualiser les listes, à bien vous renseigner sur les Instagrammeurs que vous choisissez. Alors, je propose donc de partager mon écran pour vous montrer comment ça se passe donc, sur ce fameux site de data. Hop, je partage mon écran. Est-ce qu'on peut juste me confirmer que ça fonctionne? Alors, de mon côté, je le vois bien. Je vous laisse réagir dans le chat pour les autres. Donc, merci. Moi, je vois parfaitement aussi. Ça a l'air de fonctionner. Super. Et donc là, je suis donc sur le fameux Social Blade. Donc, évidemment, on se renseigne avant, en amont, sur des sites internet, quels sont les meilleurs Instagrammeurs du moment, etc. Peut-être que vous en connaissez. C'est aussi une relation de bouche à oreille, quelque part, des fois. Moi, j'ai pris 2 exemples. Voilà. J'ai sélectionné 2 Instagrammeurs lifestyle voyage. Pardon. Donc, il suffit de le rentrer ici. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans Social Blade, c'est que vous pouvez faire ça sur tous les réseaux sociaux, pas forcément que Instagram. Ça pourra vous servir aussi. Et ce qui va nous intéresser, vous voyez que si je descends, il y a beaucoup de statistiques référencées par jour et par mois. Mais c'est surtout ce qui est ici, tout en haut, qui va nous intéresser. Et notamment le taux d'engagement qu'on retrouve ici. Donc là, on est à 2,15%, donc c'est plutôt bon. Donc Lily Rose, en l'occurrence, elle a 271 537 abonnés et elle suit 630 comptes. Donc généralement, on regarde aussi l'écart entre le nombre de personnes suivies par l'Instagrammeur et le nombre de personnes abonnées. Ça donne aussi un autre chiffre qui permet de voir un peu l'étendue potentielle de la puissance de l'Instagrammeur ou de l'Instagrammeuse. En tout cas, c'est ça surtout qui va nous intéresser. Donc 2,15% en taux d'engagement, et au nombre de likes, on est à 5000 et quelques. Et au nombre de commentaires, 78. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai pris un autre Instagrammeur du même type que Lily Rose, donc Lifestyle Voyage, et là, on va pouvoir comparer. Vous voyez, il faut aussi faire des comparaisons quelque part. Donc là, ce qu'on peut constater par rapport à Lily Rose, c'est qu'il y a, cette personne-là a beaucoup moins d'abonnés, elle n'en a que 96 000, bon, ce qui reste un bon chiffre aussi. Par contre, cet Instagrammeur-là suit moins de personnes, et par contre, il a comme vous pouvez le constater ici, il a un engagement beaucoup plus élevé. Vous voyez, donc c'est pas forcément, finalement, enfin, ça dépendra de ce que vous souhaitez faire, mais c'est pas forcément parce qu'on a énormément d'abonnés que ce sera forcément bon. C'est-à-dire que là, potentiellement, en travaillant avec cette personne-là, vous aurez plus de retours sur investissement, c'est-à-dire que plus de personnes vont interagir avec les publications potentielles. On a aussi plus de likes. Ouais, donc ça, c'est une réflexion à avoir quand vous cherchez, quand vous comparez en tout cas les Instagrammeurs.
Et les chiffres qu'il faut retenir, c'est surtout le taux d'engagement et le nombre d'abonnés ici, avec le nombre de likes et le nombre de commentaires. Alors après, bien sûr, vous avez d'autres statistiques, hein. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Le nombre d'abonnés par jour qui rejoignent la page, etc. etc. hein. Et ici, vous avez le grade, c'est-à-dire que Social Blade attribue une sorte de note générale de l'Instagrammeur. Donc B, on est sur du très très bon. B, on est vraiment sur quelque chose. On a un Instagrammeur ici qui fonctionne, qui matche bien, qui a une communauté qui interagit quand même relativement bien avec un nombre d'abonnés suffisant, surtout sur le long terme, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de système de désabonnés en masse. Voilà, donc il est capable de juger tout ça. Et donc, moi, je décide de contacter Greg Zouay, puisque je trouve que c'est vraiment celui qui correspond avec ma demande. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder son compte Instagram. Évidemment, je ne vais pas faire ça sur le bureau. Hein. Normalement, je suis sur smartphone, hein, sur Instagram. Et donc là, je peux constater qu'il a une chaîne YouTube. Et donc, évidemment, là, par exemple, certains Instagrammeurs, enfin la plupart, mettent leur mail. Lui, préfère de mettre sa chaîne YouTube. Bon, et donc, sur la chaîne YouTube, après, j'ai réussi à trouver son blog, puisqu'il a un blog. Et donc là, si je descends, hop, quelques photos encore, et là, on va retrouver le formulaire de contact qui permet de contacter le fameux Instagrammeur. Donc là, on va reprendre un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure pour le contacter. Bonjour Greg, etc. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir contacter finalement notre Instagrammeur. Voilà pour ce petit résumé de contact, le système de contact de l'Instagrammeur. Je vais revenir à la présentation. Alors, comment on fait? Comme ceci, je crois. Hop. Ouais, ça a l'air d'être bon. Donc, voilà pour ça. Et donc, j'en viens justement à ma fameuse pyramide. Donc, pour moi, il existe 3 types. Et pas que pour moi, hein, c'est des sources fiables quand même. Il existe 3 types d'Instagrammeurs, ou d'influenceurs en tout cas. Les stars, les moyennes traînes et les longues traînes. Donc les stars, évidemment, c'est ceux qui vont être déjà les plus durs à aborder, puisqu'ils sont évidemment plus sollicités, et ils seront aussi très chers. Ensuite, on va voir les moyennes traînes, donc c'est ceux qui commencent à avoir une sacrée portée, mais qui ne sont pas encore trop chers. Et ensuite, on a les longues traînes, c'est un petit peu les influenceurs de demain, c'est ceux qui se lancent, et c'est avec eux qu'on pourra le plus facilement avoir des partenariats utiles, c'est-à-dire qui ne nous coûteront rien, finalement. Et donc là, l'idée, c'est de miser sur les micro-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui se situent entre la moyenne traîne et la longue traîne. C'est finalement des influenceurs qui ont quand même une bonne communauté, qui ont un taux d'engagement généralement très très élevé, et qui vont vous permettre de faire un certain nombre de choses qui seront assez open, qui seront assez ouvertes pour les demandes de partenariat ou de collaboration. Et aussi un autre point, c'est que ça va souvent être considéré comme un peu plus authentique en fait. Par rapport aux stars qui ont des énormes communautés, il y a des questions qui se posent sur la légitimité du message. Donc pensez-y, hein, les micro-influenceurs, c'est un petit peu la valeur sûre aujourd'hui. Donc où est-ce que vous vous positionnez vous par rapport aux micro-influenceurs? Eh bien, votre marque, votre destination, donc vous allez faire appel à l'influenceur pour qu'il soit l'interface de votre communauté pour conquérir des nouveaux publics. Que ce soit la communauté de l'influenceur, évidemment, hein, généralement c'est le cas, mais ça peut être aussi d'autres publics qui vont voir que vous avez fait un partenariat avec un influenceur, ça va peut-être les intéresser. Ça va permettre aussi, hein, dans cette logique de gagnant-gagnant, à l'influenceur de gagner aussi des abonnés quelque part. Hein. Il faut toujours penser à ce que va gagner quelque part derrière l'Instagrammeur. Alors, contre-exemple, attention, hein, quand vous faites appel à plusieurs Instagrammeurs ou influenceurs, attention à bien les choisir. Là, par exemple, ça a fait un peu à bad buzz avec Samsung, puisque dans ce cas de figure, on a imposé le message clé à 4 influenceurs qui n'ont rien à voir en commun. Et en fait, c'était vraiment perçu comme une pub à part entière, là. Hein, on n'était pas sur... Là, c'était plutôt jugé comme collaboration négative, quelque part. Voilà, donc faites attention aux Instagrammeurs, aux influenceurs que vous sélectionnez. Donc c'est une passion qui se professionnalise. Donc 11% aujourd'hui des blogueurs vivent des revenus de leur blog, 34% ne demandent jamais à être rémunérés, 5% des blogueurs demandent systématiquement une rémunération. Ouais, donc ça dépend sur qui vous tombez. La rémunération, elle va dépendre de votre budget, du retour sur investissement potentiel, de la loi de l'offre et de la demande, de l'audience de l'influenceur, et généralement, voilà un petit peu comment c'est réparti sur une journée. On va avoir le brief, les taxes,
l'amortissement, la préparation et le temps de travail qui représente 24%. Exemple de tarif. Voilà quelques exemples. Donc, la rédaction d'un post Insta sur votre compte, ça va être de 25 à 200 € selon la communauté de l'influenceur. Un article sponsorisé, ça va être de 400 à 600 € avec mention obligatoire. Donc ça comprend la rémunération de l'Instagrammeur et la publication sponsorisée. Le lien sponsorisé, ça va être de 15 à 18 € par mois sur une base de 12 mois avec mention obligatoire. Et le blog trip, donc ça, j'y reviendrai à la fin, c'est entre 100 à 500 € par jour selon la demande et le contrat. Donc, il faut toujours essayer de négocier le droit d'utilisation des photos vidéo, ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le rappelle, le nombre de posts, essayer de récupérer aussi les photos brutes, le support de diffusion, les liens référencement, essayer d'avoir l'exclusivité des contenus, quelque part. Donc ça, c'est quelque chose, les influenceurs sont plus ou moins habitués à ça. Et si vous ne le demandez pas, eux, ils ne le mentionneront pas non plus, puisqu'ils ont tout à y gagner à ne pas vous donner l'exclusivité. Parce que vous pourrez leur redemander plus tard, par exemple. Et après, on interagit régulièrement avec les influenceurs. On essaie de s'abonner aux notifications IFTTT. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est un site internet et une application qui vous permet d'optimiser des actions et de suivre. En fait, c'est comme un flux RSS, finalement, vous allez recevoir des informations des influenceurs ciblés. Voilà. Donc là, malheureusement, je n'ai pas trop le temps d'aborder ce sujet-là, mais il ne faudra pas hésiter si vous avez des questions sur le sujet à la fin. Mais en gros, dès qu'un influenceur, par exemple, va publier un nouvel article, vous allez recevoir une notification par email automatique. Ça peut être ça. Abonnez-vous à la newsletter s'il y en a une, par exemple. En bref, les outils pour séduire, restez authentique et soyez prêts. C'est un peu, si j'avais un seul conseil à vous donner, ce serait ça. Vous avez défini quel type de collaboration, quel type de production de contenu et les objectifs à atteindre. Votre demande correspond aux méthodes de communication de l'influenceur. Vous avez attisé sa curiosité en approuvant ses derniers posts, en la suivant, en partageant parfois ses contenus, en essayant de rentrer en relation et en la félicitant en amont. En bref, les outils pour séduire, donc installer une relation de confiance, préparer son arrivée, anticiper ses questions, n'essayez pas de survendre et essayez de co-construire finalement avec l'influenceur en fonction de vos objectifs. Et n'imposez pas trop de contraintes et de limites. On essaye d'entretenir la relation, on l'invite à vos événements, on remercie encore et encore, on continue à suivre et on demande régulièrement de ses nouvelles. Voilà pour ça. Et donc, pour finir, un petit bonus sur le blog trip, puisque je trouve que c'est quand même intéressant. On s'éloigne un petit peu d'Instagram, mais quoique ça peut en faire partie aussi, puisque généralement, sur un blog trip, on va avoir une logique avec plusieurs Instagrammeurs, plusieurs influenceurs de différents milieux qui vont publier sur toutes leurs plateformes. Donc, on est dans une logique multicanal ici. On a Florian, on a Marie justement qui se dit un peu surprise. Elle demande, n'y a-t-il pas d'autres solutions pour une bonne visibilité que celle d'un partenariat avec un influenceur sur l'outil Instagram? Il y a le partenariat et la collaboration. Donc après, tout dépend des actions mises en place, que je disais dans la deuxième partie. C'est-à-dire, est-ce que c'est sur la mise en place d'un hashtag? Est-ce que c'est sur un jeu concours? Est-ce que c'est une opération de voyage influenceur? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec des Instagrammeurs. Et là, pour le coup, la question, c'était plus hors influenceur, finalement. Ah ben, je sais pas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ouais, je sais bien. Oui, je sais. Pour une bonne visibilité, sur Instagram, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'un partenariat avec un influenceur? Après, il peut y avoir la sponsorisation, D'accord, oui, c'est ça. Alors après, oui, bien sûr, on n'est pas obligé de contacter les Instagrammeurs. Là, il faut définir ses objectifs en amont. On sort un peu du sujet, mais en gros, il y a d'autres façons, notamment la sponsorisation qui marche beaucoup chez les jeunes, qui permet de faire finalement tout simplement une publicité à proprement dit sur Instagram. Donc, soit on va sponsoriser un post Instagram, soit on va sponsoriser directement une annonce en passant par la plateforme Facebook dédiée qui permet de créer directement une publicité. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sponsoriser un post qu'on a publié sur Instagram. On peut créer une publicité aussi. Voilà, il y a ces deux façons-là aussi de booster la visibilité sur Instagram, de booster notre visibilité sur Instagram. Effectivement, ça sort du sujet d'aujourd'hui, mais voilà, Marie, n'hésitez pas à réagir si on n'a pas répondu correctement, si on n'a pas compris correctement votre question, mais voilà. Merci. Ça marche. Et donc pour le blog trip, ça va être vraiment un atout de poids, puisqu'on ça va permettre vraiment de bénéficier d'une visibilité plus longue.
grâce au micro-blogging. Donc, généralement, on va essayer justement de cibler les micro-blogueurs. Donc, le blogueur, lui, il va communiquer auprès de sa communauté avant, pendant et après son séjour. C'est tout l'intérêt, en fait, de ce petit système-là. Donc, il faut savoir que le contenu d'un blog, lui, il reste toujours disponible. C'est un peu moins versatile que sur les réseaux sociaux. Et il va y avoir une possibilité de le relayer à plusieurs reprises selon les moments opportuns. Donc, en gros, comment ça va se passer? C'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous invitez les blogueurs ou les Instagrammeurs, les influenceurs de tout type sur un week-end, par exemple. Ça peut être une semaine. Et vous prenez en charge leurs frais, transport, hébergement, repas, activités, et ils restent libres du contenu qu'ils produisent. Donc, vous pouvez, bien sûr, les orienter en fonction des lieux à visiter, par exemple, les choses à faire, etc. Et eux, ils vont décider, ils vont être libres, en fait, de faire ce qu'ils souhaitent. Et donc, généralement, vous imposez quand même des conditions qu'ils relaient, je ne sais pas, 4 posts par jour, ou au moins une story par jour, ce genre de choses. Et généralement, ils le font très bien. Ils vont utiliser Facebook Live, ils vont utiliser les contenus stories. Alors, en amont, on fixe les objectifs. Évidemment, toujours, c'est les fondamentaux même de marketing, de la communication. On détermine les cibles, on cherche les blogueurs, donc là je reviens à ce que je disais en partie 3, on analyse les blogs, on analyse les contenus qui sont publiés sur les réseaux sociaux, et on définit un budget. Si besoin, on cherche des partenariats, si c'est des micro-blogueurs, ça pourrait passer, des micro-influenceurs. On va définir le programme, prévoir des temps impératifs autour de là ou des thématiques phares en fonction de ce que vous souhaitez faire finalement. Vous pouvez aussi leur dire que c'est free et ils font ce qu'ils veulent, mais il faut structurer un minimum. Et on les contacte en leur expliquant ce qu'on attend d'eux, tout simplement. Leur donner envie de venir, ça c'est important. Pourquoi on a pensé à telle personne particulièrement? On essaie d'être dans cette logique de personnalisation. On ne va pas faire le même mail à tous les influenceurs qu'on souhaite avoir dans notre blog trip. On va essayer de personnaliser, sachant que c'est un milieu qui paraît assez grand, mais qui est assez petit aussi. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'influenceurs qui se parlent entre eux. Donc ce serait dommage que deux de vos influenceurs parlent de ça et qu'ils se rendent compte que vous avez écrit le même mail pour les deux. Vous voyez, ça ne va pas matcher. C'est un exemple. Bon, c'est assez rare que ça arrive, ça, mais il faut faire attention, il faut y penser quand même. Et ensuite, comment accueillir finalement ces influenceurs? Ce que veulent les influenceurs, ça, même si j'avais déjà dit, c'est plutôt de l'exclusif, du fun, de la liberté, des émotions et des expériences. On est dans une logique un peu storytelling, mais il faut savoir qu'encore une fois, on n'accueille pas un blogueur comme un journaliste, on l'accueille plutôt comme un ami, en fait. Donc, il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent en relation de confiance, finalement, quelque part avec vous. Pendant le blog trip, donc on va accueillir, on va accompagner si besoin, et on reste disponible pour des informations à tout moment, sachant que généralement ils se débrouillent très bien quand même tout seuls. Si c'est un blog trip collectif, on va prévoir des temps de rencontre et des moments ensemble. Je pense par exemple s'il y a des visites de lieux, ce genre de choses, et partager le contenu sur les réseaux sociaux en live. C'est-à-dire que nous, de notre côté aussi, on peut partager les contenus en prenant en photo les influenceurs. Évidemment, il faut leur demander leurs accords en amont. Tout ça, ça se décide en amont. Et les blog trips après, on remercie, et on re-remercie, on partage, on repartage, et surtout on entretient la relation. Ça, c'est très important, puisque ça va continuer à nous servir aussi sur le long terme. Puis voilà, quelque part, on est sur une logique de personnes. Ça reste des humains. Les Instagrammeurs, ce n'est pas que des produits. Donc, ils aiment aussi bien... Voilà, on entretient la relation, on demande des nouvelles de temps en temps. On ne va pas se désabonner d'un Instagrammeur qui nous a aidé à concevoir un outil de communication qui fonctionne. Ça paraîtrait un peu absurde. Donc on essaye de laisser libre de leur programme pour avoir plus de contenu varié. On essaye vraiment de jouer carte blanche avec eux dès le début. On n'essaie pas de survendre encore une fois. Ne pas inviter uniquement les blogueurs voyage, donc c'est ce que je disais, on essaye de mixer les communautés. C'est ça qui est intéressant dans un blog trip. Ça marche beaucoup mieux quand on mixe plusieurs communautés qui n'ont rien à voir. Ça donne des choses intéressantes. Et on fait attention aussi aux personnalités des influenceurs, pour pas qu'il y ait de conflit, comme ça a pu être le cas, comme je disais, dans le système Samsung, où on avait des communautés qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je vous remercie tous pour votre attention. Merci Florian. Alors si justement on a Émilie qui réagit par rapport au blog trip et qui s'interroge sur la publication. Un blog trip est publié combien de temps après un séjour en moyenne? Ça va dépendre des influenceurs. Il y en a qui ont besoin de beaucoup de temps, qui vont faire un truc assez complet. Je pense par exemple à One Day Travel, tiens, je pourrais vous montrer.
Ah non, c'est peut-être pas cliquable. Alors, je vais essayer. Généralement, c'est 1 à 2 semaines. Ils prennent 2 semaines. Maintenant, ça va vraiment dépendre de l'influenceur. Et ça, c'est une très bonne question qu'il faudra surtout poser le jour J dans l'organisation du block trip. Combien de temps ça va prendre finalement? Puisqu'après, un block trip, c'est pas uniquement l'article qui va être publié. Après, il y a énormément de phases en pendant, en fait, où aussi des posts vont être publiés, des petites news, live, story, etc. Donc un block trip, hop, je vais vous montrer quand même un petit exemple pour finir. Et je prends d'autres questions, s'il y en a bien sûr. Cécile te demande, on peut aussi convenir avec lui de la date de publication? Bien sûr, et c'est même conseillé, puisque comme ça, on peut faire ce qu'on appelle du teasing, c'est-à-dire une sorte de bande-annonce de l'événement en disant bientôt, vous allez voir que tel influenceur, attention, va nous révéler des choses. Après, vous pouvez aussi mentionner le droit de regard, c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire que ça peut être stressant de laisser libre cours à un influenceur et de se dire ah oui, mais s'il parle mal de nous, comment on fait? Donc on peut avoir un droit de regard aussi là-dessus, mais il faut savoir que c'est très rarement le cas. Hein, ça, c'est une question que je n'ai pas eue, mais voilà, je la pose parce que je sais que des gens me poseront la question plus tard. Mais oui, il faut faire attention à ça. Et je pense que à partir du moment où vous considérez la personne un peu comme un ami, entre guillemets, mais vraiment vous avez ce climat de confiance, c'est très très rare qu'un Instagrammeur vous sabre derrière. C'est quand même extrêmement rare. Alors, je vais repartager juste rapidement mon écran. Hop, partager pour vous montrer. Alors, je ne sais pas si on voit du coup. Si, c'est bon, ouais. Super. Et donc là, voilà, on est sur donc un duo d'influenceurs, Like Travel, qui ont fait un petit blog trip donc, sur le pays d'Ajaccio au printemps. Voilà. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Ils ont repris des photos qu'ils avaient publiées sur Instagram. Et donc, ils racontent le côté que eux ont vécu par rapport à leur séjour d'un week-end là-bas. Authenticité, tradition, produits de terroir, etc. Vous voyez que on a une logique éditoriale assez poussée là. Hein. On a un sommaire, etc., avec des liens où manger. C'est quelque chose d'assez complet finalement. On leur a certainement proposé des lieux, des destinations clés. Et maintenant, eux, ils ont jugé bon d'aller à tel ou tel endroit. Voilà, la gastronomie avec les belles photos qui mettent en avant la destination. Et ils ont même la vidéo à la fin qui résume leurs propos. Donc c'était un blog trip assez complet finalement, puisqu'ils ont relayé des posts sur les réseaux sociaux, ils ont un article de blog, et en plus il y a eu une production d'une vidéo. Vous voyez que c'est assez complet finalement. Voilà comment ça se passe finalement, un blog trip avec un influenceur. Donc normalement, si on va tout en bas... Alors, je vais essayer de rechercher. Voilà, vous voyez, ce voyage est le fruit d'une opération avec l'Office de tourisme du pays d'Ajaccio et de partenariats locaux avec certains hébergeurs. Donc ça, c'est ça qu'il faut demander toujours à un influenceur, un Instagrammeur de mettre. Ils sont obligés de le faire. S'ils ne le font pas, c'est considéré comme faux profil. Voilà. Donc là, toujours, évidemment, ce sera indiqué comme ceci. Voilà pour ça. Et puis on a Marie justement qui nous posait la question là sur est-ce qu'il y avait d'autres solutions pour une bonne visibilité sur Instagram, qui pensait c'était plus dans le sens des personnes qui utilisent Instagram, soit nos clients potentiels, en donnant des astuces de mise en page, photo, design, message. Oui, plus sur Instagram et pas que sur les influenceurs. Donc, ah bah oui, mais bon là c'est un autre sujet. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, on a fait un sujet, un webinaire là-dessus, Marie, si vous voulez, on pourra vous envoyer. C'est un autre sujet. Bon, là c'est un peu compliqué de résumer ça en 10 secondes, mais il y a un certain nombre d'outils directement sur Instagram aujourd'hui qui permettent, au-delà de faire un cours sur la photo, ce que je fais à côté. Faut savoir qu'il y a une règle qui s'appelle la règle des tiers, qui est déjà intégrée sur Instagram. Cette fameuse règle, cette fameuse grille qu'on voit apparaître quand on met des photos sur Instagram, il faut essayer de la respecter en mettant en avant, en positionnant l'élément important de notre photo sur une des barres de cette règle des tiers. Voilà, sans entrer vraiment dans le sujet. C'est une des pistes que je pourrais donner, en tout cas, pour améliorer ces visuels sur Instagram. Ok. Merci Florian. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Il va rester encore 1 ou 2 minutes en ligne. Donc
Marie, si vous souhaitez recevoir le replay sur Instagram qu'on a fait il y a quelques temps maintenant, je vous laisse m'envoyer un mail à v.vouillon@intourisme.com. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de questions. On n'a plus trop de questions. Ah bah. Si. Non, c'était Marie qui réagissait. Ok. Bon, et ben je pense qu'on va clôturer donc cette session. Merci beaucoup Florian, c'était vraiment très intéressant, très complet, très bien illustré. Donc merci beaucoup. Très bonne journée à tous et à toutes. On vous donne donc rendez-vous avec Angèle donc, pour ce mardi 23 février à 14h. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous avez le lien dans le chat, hein, n'hésitez pas. C'est pas trop tard pour s'inscrire, donc vous êtes encore les bienvenus pour mardi. Voilà, merci à vous, très bonne journée et au plaisir de vous retrouver en ligne. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.